Tout de suite, c'est notre grand angle. Le Soleil, les étoiles et les autres planètes au-delà du ciel, comprendre l'univers grâce aux dernières images des télescopes. Un beau livre publié aux éditions Les Arènes, un beau livre signé de l'astrophysicienne française Fatoumata Kébé, que nous avons le plaisir de recevoir aux 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Alors, ce livre, Fatoumata Kébé, c'est un petit peu l'exploration spatiale à la portée de tous. Je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est un ouvrage de vulgarisation avec de très belles images. On va peut-être commencer par en voir une d'image. Celle-là, c'est le Soleil. Jamais on n'avait vu le Soleil d'aussi près. Jamais. Oui, en fait, la NASA a lancé une mission il y a peu, la sonde Parker, qui a pris des images du Soleil juste magnifiques. Et en parlant de Soleil, ça rappelle qu'on a pu voir les aurores, même depuis Paris, il y a les aurores boréales, en effet. C'est ça, et c'est le Soleil derrière tout ça. Alors, cette image du Soleil, qu'est-ce qu'elle montre ? Ce sont les explosions au niveau du Soleil? Elle traduit en fait l'activité qu'il y a au niveau de notre étoile, en tout cas à la surface de notre étoile. Et ça, en tout cas pour moi, ça rappelle ce vent solaire que l'on reçoit et qu'on ne voit pas, bien évidemment, mais dont on voit les effets. Et par exemple, quand j'ai pu voir les aurores boréales il y a quelques jours, eh bien, je pensais à ce vent solaire et à cette image. Je me disais qu'une éruption donc, a généré ce vent qui a parcouru des millions de kilomètres pour venir jusqu'à nous. Voilà, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne bien, parce qu'en effet, on a parlé des aurores boréales qui ont été visibles sous des latitudes rares en Europe occidentale, qui avaient été causées par des tempêtes solaires. C'est ce que vous nous avez expliqué à ce moment-là. C'est ça, en sachant qu'en fait, là, c'est donc un vent. En fait, c'est le vent solaire, certaines particules qu'on trouve dans le vent solaire qui vont interagir avec l'atmosphère de notre planète. Et là, le Soleil a connu une intense activité qu'on n'avait pas connue depuis à peu près 20 ans. Et quand on parle d'aurores boréales, c'est des aurores qui sont visibles depuis l'hémisphère nord, donc pour la France métropolitaine. Et pour l'autre côté du globe, c'était les aurores australes du coup. Alors, ce livre, ce beau livre, c'est pas seulement de belles photos, hein, c'est aussi une façon de raconter l'histoire de l'univers, son fonctionnement. On va regarder quelques photos ensemble. Et puis, je vous propose de nous dire un petit peu ce qu'elles représentent et ce qu'elles évoquent pour vous. Là, ce sont les Perséides. C'est ce qu'on appelle une pluie d'étoiles filantes, c'est bien ça? Exactement, qui a lieu entre juillet et août. Et ce qui est intéressant d'une part, c'est le mot étoile filante, puisqu'une étoile filante n'a pas de lien avec les étoiles. Et c'est aussi un événement céleste qui est à la portée de tous, à condition d'aller dans un endroit où il y a peu de pollution lumineuse. Donc ça, c'est ce qu'on voit depuis la planète Terre. C'est ça, ce spectacle qu'on a. Exactement. Alors, autre image, on va voir une supernova. Alors, supernova, c'est un terme très technique qui est relié à l'espace immédiatement. On regarde l'image. Qu'est-ce que c'est, peut-être, en quelques mots? Comment est-ce que vous expliqueriez une supernova? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est lorsqu'une étoile qui est dite massive, donc qui fait au moins 8 fois la masse de notre étoile, le Soleil, explose. Donc, une supernova, c'est une explosion cataclysmique au point où on a cet exemple de supernova à l'image, en sachant que notre étoile de Soleil, j'en profite pour dire que c'est une petite étoile, c'est une étoile qui est classée naine. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, une supernova, il faut que l'étoile ait une masse au moins égale entre 8 à 10 fois celle du Soleil. Voilà, parce que vous dites que le Soleil, c'est une petite étoile, oui, mais il y en a des quantités dans l'univers. Il y en a énormément, et dans notre seule galaxie, il y a environ entre 100 milliards d'étoiles et 400 milliards d'étoiles. Et on sait qu'il y a des milliards de galaxies. Et donc, les chiffres, là, donc, pour un être humain, ça ne parle plus beaucoup. C'est vertigineux. Là. Exactement. D'où l'idée d'un univers infini. Comme on le dit souvent, c'est une idée de l'univers infini qui a une réalité pour vous, astrophysicienne? En tant qu'être humain, oui, parce qu'on se dit que c'est juste des chiffres qu'on n'est pas capable de manipuler comme ça, en fait. C'est 100 milliards, 200 milliards, les masses des planètes autres que la Terre, la masse du Soleil. En fait, c'est tellement énorme que la notion d'infini vient avec. On va voir une autre image que nous connaissons bien, la Voie lactée. On regarde. La Voie lactée, qu'est-ce que c'est, Fatoumata Kébé? La Voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Et on la connaît tous et toutes de nom, mais il n'est pas certaine que beaucoup de personnes aient pu la voir entièrement, malheureusement, puisqu'elle est cachée par les activités humaines qui nous cachent ce ciel juste magnifique. Et ça nous rappelle notre place dans l'univers, puisque nous, on est à la périphérie. Et donc, c'est pour ça qu'on voit cette tranche de la Voie lactée qui porte d'autres noms de par le monde. En Afrique australe, on l'appelle la colonne vertébrale de la nuit. Et en Chine, la rivière d'argent.
Justement, je voulais vous poser une question sur les noms de l'univers, dentelle du cygne, nébuleuse du voile, nébuleuse de la bulle. C'est souvent des noms très poétiques. Comment est-ce qu'ils sont trouvés d'ailleurs, ces noms-là? Alors, certains noms ont certaines histoires particulières, mais en général, on va donner des noms qui rappellent pour certaines personnes le nom de la structure. Mais c'est vrai qu'on prend l'exemple des constellations. Donc, c'est des étoiles, un groupe d'étoiles, et on connaît la constellation de la Grande Ourse. Parce que pour certains peuples, toutes ces étoiles pouvaient former un ours, pardon. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres peuples. Alors, Fatoumata Kébé, ce livre, en fait, c'est aussi, on le voit avec les images qui défilent, hein, nous montre comment est-ce que et combien est-ce que les sciences de l'imagerie, finalement, avancent, progressent. Est-ce qu'au fond, la capacité qu'on a aujourd'hui à voir plus et à voir mieux de notre univers, est-ce que ça nous donne peut-être plus de questions ou plus de réponses, au fond, sur cet univers, sur cet espace? Alors, je dirais personnellement que c'est plus de questions, puisqu'on voit des choses qu'on ne pouvait pas voir avant, notamment avec le dernier télescope spatial qui est le James Webb. Et c'est surtout que nous, avant, quand on regardait le ciel, on ne pouvait pas le voir à cause des poussières qui nous bloquaient la vue de certaines zones du ciel. Et là, on commence à les percevoir. Et du coup, c'est comme si on démarrait plus ou moins de zéro, entre guillemets. C'est comme si on démarrait plus ou moins de zéro. Vous avez commencé vos études pour être astrophysicienne il y a assez longtemps. Qu'est-ce que vous avez vu changer, évoluer entre le moment où vous avez commencé et ce qu'on est capable de voir aujourd'hui, ce que des enfants sont capables de voir aujourd'hui? Alors, c'est surtout qu'on a une quantité de données qui sont juste énormes. Et c'est vrai que là, je pose la question à savoir, est-ce qu'on aura les moyens, même humains, de pouvoir traiter toutes ces données qu'on a entre les mains? Et après, il y a aussi la notion de, maintenant, les réseaux sociaux, on a Internet qui est facilement accessible pour pas mal de monde. Et donc, c'est plus facile de pouvoir apprendre la science sans forcément partir de chez soi. Plus facile d'apprendre la science sans forcément partir de chez soi, mais la science aujourd'hui, elle est davantage vulgarisée. La science et l'espace d'ailleurs. Oui. Hein. En France, il y a un astronaute très célèbre, Thomas Pesquet, qui est Thomas Pesquet, que vous avez rencontré. On va peut-être vous voir ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment que pendant des années, l'espace a souffert d'un manque de communication, au fond? Je dirais qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que c'est difficile de faire une place à l'astronomie qui n'est pas forcément vue comme étant une science utile, pour le dire comme ça, puisqu'en fait c'est de la recherche fondamentale. Donc c'est pas une recherche qui a vocation à générer de l'argent, pour le dire. Et aujourd'hui, on peut se faire une place puisqu'on a plus d'outils pour pouvoir la diffuser. Mais je pense qu'on gagnerait beaucoup à avoir plus d'émissions sur l'astronomie aussi à la télé et à de grandes heures d'écoute. Alors, pas très populaire pendant très longtemps et maintenant ça commence un petit peu plus. Et d'ailleurs, vous favorisez aussi ce mouvement puisque vous êtes très impliqué, très engagé pour faire découvrir l'astronomie auprès des jeunes gens et auprès des femmes notamment parce que vous êtes astrophysicienne française. Il y a assez peu de femmes, en tout cas assez peu de femmes connues dans ce domaine. Comment est-ce que vous l'expliquez d'ailleurs? Pourquoi? Alors, le peu de femmes en général en sciences, c'est parce que donc des études ont été faites sur le sujet. Et une étude européenne a montré que dès l'âge de 6 ans, en fait, les filles, de manière inconsciente, s'éloignaient des sciences. Et ça, c'est dû au fait que les parents, les professeurs, la société vont leur faire croire que les sciences, c'est plutôt pour les garçons. Et donc, même si des filles arrivent à faire des études scientifiques, il y a très peu de postes de chercheurs, il faut le dire. Et donc, forcément, si déjà il n'y a pas beaucoup de femmes, il y aura encore moins de femmes qui vont occuper des postes. Et après, c'est aussi aux médias d'inviter plus de femmes expertes à la télé. C'est ce qu'on fait et ce qu'on essaye de faire davantage, Fatoumata Kébé. On est très heureux de vous recevoir ici ce soir. Beaucoup plus de femmes, il faudrait, dans les carrières scientifiques et beaucoup plus de personnes également issues de milieux populaires puisqu'on a souvent le sentiment en Europe que ce sont des carrières réservées peut-être ou même si elles ne sont pas réservées, mais on retrouve un petit peu moins de personnes issues des milieux populaires, ce qui n'est pas du tout votre parcours d'ailleurs. Oui, alors je pense qu'il y a déjà un problème d'information sur l'existence de ces carrières. Après, il faut se le dire, c'est qu'en tout cas, on sait que dans certains établissements scolaires, on ne peut pas finir le programme par manque de moyens dans ces écoles-là. Des classes où il n'y a pas assez de tables, où il n'y a pas de professeurs qui sont remplacés. Et donc, au final, on a des gens qui partent avec beaucoup de lacunes. Et les lacunes sont tellement énormes que prétendre à des carrières scientifiques, c'est quand même compliqué. Donc, il y a vraiment un travail à faire au niveau du parcours, que ce soit en primaire, collège, lycée.
Alors, alors, parce que vous êtes astrophysicienne, vous vous intéressez à l'espace, forcément vous vous intéressez à la Terre aussi, à notre Terre, parce qu'on la voit différemment quand on la regarde depuis en haut, ou en tout cas quand on la regarde avec cette vision-là. Vous dites qu'on est en train de faire dans l'espace exactement les mêmes erreurs qu'on a fait sur la Terre, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on exploite la région autour de notre planète. On envoie des satellites qui certes, nous permettent d'avoir accès à la météo, aux télécommunications, à Internet, mais on le fait sans préserver cet environnement, c'est-à-dire qu'on va laisser des satellites qui ont fini leur mission là-haut, donc qui deviennent des espèces de déchets qui peuvent entrer en collision avec d'autres satellites. Et aussi, on envoie énormément de satellites sans se préoccuper de l'impact que ça a sur l'atmosphère de la Terre, puisque certains engins artificiels sont composés ou contiennent des éléments qui vont interagir avec l'atmosphère. Et autre chose, lorsqu'un agent artificiel rentre sur Terre, en général, on va le faire atterrir dans un cimetière qu'on appelle le point Nemo, qui se trouve dans l'océan Pacifique. Et même c'est ça qu'on appelle les débris spatiaux? Oui, c'est ce qu'on appelle les débris spatiaux. En tout cas, pour ceux qui sont toujours là-haut. Et justement, ces débris spatiaux, c'est quoi leur danger pour l'activité humaine, pour la planète, pour l'espace également? Alors, un débris spatial, il peut entrer en collision avec un satellite qui est en fonction. Même un petit débris d'1 centimètre peut mettre hors d'état de marche un satellite, qui coûte quand même quelques millions d'euros, donc ce n'est pas rien. Et lorsqu'il y a une collision entre engins artificiels, ça va créer derrière des débris spatiaux qui vont eux-mêmes pouvoir entrer en collision avec d'autres objets. Et donc, on va avoir une réaction en chaîne qui va mettre en danger les activités humaines là-haut. Est-ce qu'on a aujourd'hui déjà finalement des moyens pour envisager nettoyer cet espace? Puisqu'aujourd'hui, on pense à nettoyer la Terre, ou en tout cas à réduire la pollution sur la planète Terre. Est-ce que pour l'espace, il y a déjà des moyens envisagés? Oui, et il y a l'entreprise suisse, ClearSpace, qui travaille sur ça en partenariat avec l'Agence spatiale européenne et qui devrait lancer une mission test de nettoyage, de retrait d'un débris qui se trouve actuellement dans l'espace en 2025. Donc c'est un travail qui est compliqué, qui demande beaucoup de financement et beaucoup d'expertise. Mais concrètement, quand on voit cette image aussi des débris spatiaux, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'espace est un petit peu comme une zone de non-droit où chacun peut faire ce qu'il veut, laisser les débris qu'il veut, sans qu'il y ait la moindre réglementation? Quel est l'état de la situation aujourd'hui? Ce serait plutôt de dire qu'on n'a pas une réglementation internationale qui soit assez forte pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prolifération de débris spatiaux ou alors de manœuvres effectuées par certaines entités et qui créent derrière des débris spatiaux. Donc c'est vraiment d'un point de vue juridique où il y a vraiment quelque chose à faire, parce que même si on arrive à nettoyer l'espace, si c'est pour que derrière on continue à générer autant de débris, ça ne va pas être une solution. Donc ça, c'est une urgence en matière de conquête spatiale, comme on pourrait dire, de réglementer au fond les débris spatiaux. Je parlerais plutôt d'exploitation spatiale, puisque grâce au spatial, on peut faire énormément de choses. De la même manière qu'on peut suivre la propagation d'une épidémie depuis l'espace. En fait, il y a tellement d'applications dont on a besoin. Donc je parle plutôt d'exploitation de l'espace. Conquête de l'espace, là, ça parle à d'autres entités, mais pas celles à lesquelles je m'intéresse. Alors justement, à propos d'exploitation de l'espace, souvent c'est une question qui est posée sur le continent africain, puisqu'il y a eu quelques initiatives pour envoyer des satellites et pour aller aussi explorer l'espace. Et beaucoup se posent la question de savoir, mais au fond, à quoi est-ce que ça sert? Pour des pays émergents, des pays du Sud, quelle est l'utilité et l'importance d'aller explorer l'espace? Oui, l'Union africaine travaille sur ce sujet. D'ailleurs, une agence spatiale africaine qui a été établie par des statuts de l'Union africaine en 2020. Et le but, c'est surtout de travailler sur des technologies spatiales qui sont d'intérêt pour le continent. Et donc là, on va parler de la surveillance des côtes, on va parler de la surveillance des forêts, de l'avancée du désert. Et c'est là, en fait, où on va aller dans le spatial par rapport au continent africain. Parce qu'en fait, il y a des applications concrètes. C'est-à-dire qu'avec un satellite, on peut voir comment est-ce que le niveau de l'eau avance. Exactement, les ressources en eau qui existent, lesquelles on peut utiliser ou non pour l'agriculture. Et également, est-ce que les politiques qui sont mises en place permettent réellement de préserver l'environnement sur le continent africain? Ça veut dire que c'est un outil de développement. Outil de développement, en sachant que les pays africains mettent en place des collaborations pour que ça leur coûte le moins cher possible. Fatoumata Kébé, vous avez étudié l'espace pendant des années, vous continuez et vous avez encore un projet puisque maintenant vous rêvez d'aller tout là-haut parce que vous ne l'avez jamais fait encore. Ça fait longtemps que j'en rêve et pour l'instant je suis encore là. Pour l'instant vous êtes encore là, je crois que vous êtes en phase finale d'un concours de sélection de la NASA pour devenir astronaute, c'est bien ça? En fait, pour devenir astronaute de la NASA, il faut être américain, donc je ne suis pas américaine.
Donc non, je ne suis pas dans une sélection de la NASA. Mais en tout cas, je travaille pour pouvoir un jour prétendre à devenir astronaute. Et ça veut dire continuer à faire de la science, à diffuser la science et à travailler sur tout ce qui touche au physique, etc. On a une photo de vous en tenue avec un petit drapeau américain sur le côté. Qu'est-ce que ça représente, cette photo? Alors, parce que j'étais en formation aux États-Unis, d'où le drapeau américain. Mais si je porte un uniforme, je pense qu'il y aura au moins 3 drapeaux dessus. Vous étiez en formation précisément pour... C'était un entraînement et en fait, on faisait des formations qui touchaient plutôt au corps humain, en fait, qui est aussi un objet d'étude dans l'espace. Peut-être une question que j'ai envie de vous poser. Si vous montez là-haut, si vous allez tout là-haut, est-ce que vous aurez le sentiment d'avoir fait le tour entre ce que vous avez étudié, ce que vous allez voir par vous-même? Me connaissant, je suis sûre que je vais trouver d'autres nouveaux projets à faire, sûre et certaine. Et après, il y a un projet pour moi qui, j'espère que je pourrai le continuer jusqu'à la fin de ma vie, c'est diffuser la science et faire en sorte que des jeunes puissent prétendre à travailler dans le domaine de l'astronomie et du spatial. Si jamais vous partez là-bas, vous venez de dire que vous aurez 3 drapeaux. Exactement. Lesquels? France, Mali et Sénégal. Voilà, Mali et Sénégal qui sont vos pays d'origine. Exactement. Merci beaucoup Fatoumata Kébé, astrophysicienne française. Je rappelle le titre de votre livre, Au-delà du ciel, comprendre l'univers grâce aux dernières images des télescopes. C'est aux éditions Les Arènes. Merci à vous. Merci à vous.